Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un numéro du développement pratique, c'est le premier sur Lightroom classique. Alors juste une petite parenthèse, donc évidemment c'est, et je vais pas le répéter à chaque fois, mais c'est le début donc je le dis, c'est un concept qui est amené à se développer sur la durée, c'est une série de vidéos où je vous montre comment développer des images, un peu comme si vous étiez assis à côté de moi, c'est-à-dire que j'improvise beaucoup, je vois des images qui me plaisent, je les ai présélectionnées, histoire qu'on passe pas évidemment un quart d'heure à regarder mon catalogue, mais 9 fois sur 10, je sais pas forcément ce que je vais faire dessus. Je sais que j'ai envie de vous montrer certaines choses quand même, pour que ça puisse vous aider, que vous puissiez avoir des astuces. Au niveau des logiciels, j'ai mis l'accent particulièrement ces derniers mois, peut-être même, je dirais, la dernière année, sur les alternatives à Lightroom, parce qu'il y a une énorme demande là-dessus, compte tenu de l'actualité depuis la séparation de Lightroom en deux. J'ai l'impression que je me suis un peu fait connaître pour critiquer Lightroom. Néanmoins, c'est un logiciel sur lequel j'ai produit beaucoup de vidéos évidemment. C'est toujours sur tuto.com la formation complète la plus vendue de la plateforme, donc merci pour votre fidélité. C'est un logiciel que j'utilise moins personnellement pour le développement, mais auquel je reconnais toujours des qualités pour l'instant inégalées en termes de catalogage par exemple, même si celui de Capture One a fait des progrès. Je trouve que le catalogue de Lightroom, le système de catalogue est quand même pour l'instant sans pareil. Parce qu'il est quand même arrivé à une maturité, voilà, ça fait quand même de nombreuses années que c'est quelque chose qui est poussé par Adobe, même si je doute que ça continue, puisqu'évidemment ils vont surtout pousser au stockage en ligne, évidemment avec le cloud, ce qui n'est pas la stratégie des autres éditeurs. Là où j'ai été critique, c'est surtout sur le développement. Alors c'est pas parce que j'ai été critique sur le développement de Lightroom classique, ou plutôt le manque de nouveautés dans les outils de développement de Lightroom classique, parce que les concurrents ont proposé des choses nouvelles, et à mon sens meilleures. Donc c'est pas parce que j'ai fait ça que pour autant je dis que Lightroom c'est de la merde, pour être assez cru, parce que dans les forums c'est ce que j'ai vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire à partir du moment où on se montre critique sur un logiciel, de toute façon vous savez comment ça fonctionne sur internet, d'une part on fait dire ce que j'ai pas dit, et d'autre part on caricature pas mal aussi en mettant des extrêmes là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire que je pense avoir été quand même assez mesuré sur Lightroom classique. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on me fait prêter une opinion que j'ai pas forcément sur le logiciel. Donc je vais vous montrer que je continue à l'utiliser et à en penser du bien, y compris en développement, même si j'aurais aimé qu'au cours de ces 2 dernières années, on aurait pu voir, à mon avis, plus de nouveautés sur le développement, là où les concurrents ont, à mon sens, pris une accélération, et j'aurais aimé que cette accélération se fasse aussi sur Lightroom classique. Donc j'ai pris ces 3 photos, j'ai juste 3 trucs que je vais vous montrer dans cette première image, qui est en fait assez propice à une des nouveautés, j'ai envie de dire peut-être la plus majeure ou la plus notable ces derniers mois. C'est qu'on va passer sur le module développement là-dessus. Donc c'est une photo de paysage prise à Naxos en Grèce. Si on regarde l'histogramme, elle est exposée, ok, mais elle est quand même assez plate. Et il y a de la texture sur cette image. Si on regarde à 100, en zoom 1 pour 1, d'un point de vue optique, c'est pas d'enfer, parce que c'est net, mais je veux dire, c'est pas, ça fourmille pas de détails, on va dire. Si on regarde les métadonnées, en tout cas au moins l'optique, pardon, on voit là-haut qu'on est, voilà, c'est fermé à f8, c'est du 125e, ISO 100, bon, tout ça c'est assez classique, à 25 mm. Et donc, je vais vous montrer les vraies métadonnées accessoirement. Donc ça a été pris avec un 550D, donc c'est pas l'appareil photo du siècle, mais j'aimerais bien qu'on arrête d'être médisant sur les appareils photo d'entrée de gamme, parce que d'ailleurs, comme je l'ai montré dans des vidéos précédentes sur ma chaîne YouTube, notamment une vidéo sur Capture One où je développe un shoot qui a été fait au 400D, les nouveaux moteurs d'interprétation de fichiers bruts vont interpréter les données qui ont toujours été là d'une meilleure manière au fil du temps. C'est-à-dire que les négatifs numériques, contrairement aux négatifs analogiques argentiques, ils s'améliorent avec le temps, parce qu'il y a tout un tas de données qu'on a interprétées d'une certaine façon il y a 10 ans et qu'on interprète mieux maintenant. Le 550D, si mes souvenirs sont bons, il doit pas loin d'avoir 10 ans, peut-être pas 10 ans ou 8 ans, il a dû sortir en 2010 cet appareil, ouais, donc voilà, on n'est pas loin de 10 ans. Et donc les nouveaux moteurs d'interprétation font un meilleur travail. Bon, là en l'occurrence, c'est pas tellement une question de quantité de données ou d'interprétation des données, c'est une question d'optique. Alors ça par contre, pareil, on peut faire des améliorations, y compris avec le temps, mais ça reste quand même un objectif qui était propre sans plus. En l'occurrence c'est un Sigma 18-200
qui est très polyvalent, qui était assez pratique, et notamment en vacances. En gros, vous vous baladez avec un seul objectif. Mais en gros, vous avez une image qui manque un petit peu de texture. Et donc une des nouveautés, à mon sens, majeures, timide certes, mais majeure de ces derniers mois, c'est l'apparition de l'onglet texture. Alors vous avez l'onglet clarté qui vous permet vraiment de faire exploser les détails, dans le sens où il accentue les micro-contrastes. Donc c'est surtout au niveau des tons moyens. Si vous regardez ici, vous voyez que vous avez une crête au niveau des tons moyens qui va en fait s'étaler quand on va pousser la clarté. Donc là où le contraste global va pousser les extrêmes, c'est-à-dire la partie gauche et la partie droite, regardez avec le contraste global, voilà, vous voyez l'histogramme qui s'écrase sur les côtés, mais à partir des bords. En fait, on va faire le même système, on va faire la même chose, mais à partir du milieu avec la clarté. C'est essentiellement les tons moyens qui s'exacerbent. Pourquoi ? Parce que c'est une accentuation assez localisée. Dès qu'un pixel clair rencontre un pixel foncé, quand on pousse la clarté, en fait, cette différence va s'exacerber. Et quand on va aller vers le milieu, enfin quand on va aller vers la gauche, quand on va mettre de la clarté négative, ça fait en fait l'inverse, ça va annuler la différence de contraste. Donc un truc qui était clair à côté d'un truc qui était foncé, et bien le truc qui était clair va devenir moins clair, le truc qui était foncé va devenir moins foncé, donc tout ce petit monde s'aligne autour d'une valeur médiane, moyenne, et c'est pour ça que vous voyez ici l'histogramme se replier vers le centre, à partir du centre, ou se pousser vers les extrêmes à partir du centre. Là où le contraste normal, j'ai envie de dire, lui, va s'exacerber, va se pousser vers les extrêmes à partir des extrêmes. Donc c'est pas du tout la même chose. Et en fait la texture, l'avantage c'est que en fait elle agit sur une plage déjà moins forte, moins grande que la clarté. Ça veut dire que quand vous poussez la texture, en réalité ce qui se passe c'est une accentuation des détails sur une plage de fréquence qui va être moins concentrée. Et en gros vous allez avoir une accentuation des détails beaucoup plus fine, beaucoup moins violente. Et sans pour autant atténuer ou au contraire exacerber le contraste global de l'image. Donc une image comme ça qui fourmille de détails, parce qu'on a des textures de paysages, de roches, on a évidemment la mer, l'écume, etc. On peut compenser un peu le côté soft, le côté doux de l'image, peut-être par une carence du capteur ou de l'optique ou des deux, parce que c'est pas non plus des appareils et du matériel haut de gamme. Ça va vous permettre de ressortir du détail, vous le voyez, sans que ça fasse trop faux. C'est-à-dire que quand vous allez publier cette image à une taille internet comme ça par exemple, donc encore une fois c'est un truc qui se travaille à taille 100%, comme tous les outils d'accentuation d'ailleurs, mais ça vous permet de voir à quoi elle va ressembler, voilà, quand elle va être publiée en taille internet, et ça donne juste du piqué, ça donne juste de la texture, sans pour autant ni altérer, vous le voyez, le contraste en termes de luminance, ni altérer les micro-contrastes, ce qui produit des effets un petit peu ça crée des halos. Et ça crée en plus ce look HDR assez indigeste qui a été très à la mode au début des années 2010, mais bon, maintenant il est temps de s'éloigner un peu de ça quand même. Donc c'est vraiment un outil bienvenu, et les deux ensemble, même s'ils sont similaires, permettent de faire des images radicalement différentes. Et Texture permet par exemple d'accentuer les détails sur la peau sans pour autant faire exploser les défauts, alors que la clarté positive on va jamais l'utiliser sur un portrait par exemple. Enfin, en tout cas pas en mode, si vous avez le portrait d'une vieille personne, que vous voulez faire ressortir les rides et que vous voulez faire un truc vraiment super giga expressif, oui effectivement ça peut être cool. Mais en général on va plutôt chercher à ne pas faire sortir les défauts sur la peau justement. Donc là par exemple sur cette image, typiquement ce que je ferais, peut-être que j'ajouterais quand même un peu d'exposition pour l'éclaircir un peu, la rendre un peu plus estivale, parce qu'en même temps c'était le but. Récupérer un tout petit peu de haute lumière pour retrouver, vous voyez ici, de la matière dans l'écume. Vous voyez que c'est assez important puisque ça constitue une bonne partie de la photo. Et une fois qu'on a retrouvé un peu de lumière, un peu de détail, on peut pousser justement la texture, vous le voyez, pour retrouver du détail sur quelque chose qui est très riche en texture. C'est dommage que le ciel, il n'y ait pas de nuages, il est un peu tristouné ce ciel. Donc peut-être que là, sur une photo comme ça, j'en ferai pas beaucoup plus. Je vais quand même voir dans les profils de l'objectif, de supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction, parce qu'il y a une petite torsion. Le sigma, vous le voyez, 18-200 a été reconnu. Et c'est typiquement le genre d'image où, à mon sens, il faut recadrer pour faire une image qui soit quasi, j'ai envie de dire, panoramique, parce qu'il y a une telle quantité de ciel que c'est pas très intéressant. Donc elle est cadrée à peu près correctement avec un tiers sur l'horizon. Mais à mon avis, ça vaudrait le coup de faire quelque chose de plus cinématographique, peut-être adopter un aspect 16/9 sur cette image, et en la poussant un petit peu pour ramener la porte. Donc c'est ici on va se mettre sur les tiers et ramener la porte un peu plus proche d'un tiers, où on pourrait vraiment faire un truc plus cinématographique que ça encore, et mettre
vraiment la porte sur le tiers. Alors par contre sur un shoot 550D ça va faire une petite image à la fin, donc ça dépend si vous voulez imprimer ou aller sur le net, mais pour le net une image comme ça ira mieux. Donc là vous voyez tout de suite ça marche mieux avec tac la porte posée sur un tiers et avec le truc de la vague. C'est dommage qu'il y ait des vacanciers ici. Il faudrait peut-être aller dans Photoshop pour les gommer, ce serait pas très compliqué. Malheureusement le correcteur de Lightroom a pas beaucoup changé, donc on peut tenter un truc complètement kamikaze mais on sait jamais, et lui dire d'aller réinventer une partie, mais on peut pas lui donner directement la truc à côté. Voilà, ça va être très compliqué. Donc c'est vraiment un correcteur qui est pas fait pour ça. Et comme je le dis dans d'autres vidéos, typiquement il serait temps quand même que justement là aussi en termes de développement on améliore ce truc là, parce que la technologie chez Adobe ils l'ont évidemment, ils ont le contenu pris en compte. Je pense qu'ils sont tout à fait capables de rendre Camera Raw et Lightroom compatibles avec cette technologie. Après voilà, pas dire que j'arrête pas de critiquer Lightroom. Dans ma précédente vidéo, je me revois d'ailleurs, je crois que c'est l'épisode 3 du développement pratique sur Capture One. Je dis que en gros le correcteur de Capture One n'est pas mieux, il est à peu près aussi bof, aussi daté, c'est dommage qu'il fasse pas mieux. Le seul avantage c'est qu'il est un peu plus rapide quand même que celui de Lightroom, mais ils sont datés, c'est-à-dire que c'est pas des correcteurs. Et même pire, celui de Capture One on peut faire que des cercles, on peut pas faire du dessin à main levée, donc ça c'est quand même une aberration. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont pas forcément mieux non plus dans la concurrence. L'herbe est pas forcément meilleure, plus verte ailleurs, mais bon, des fois elle l'est quand même. Il faut juste dire quand est-ce que c'est le cas. Donc vous voyez, cette image marche mieux maintenant parce que la texture est révélée de manière subtile, c'est pas non plus complètement dingue. Et je pense que le cadrage suit beaucoup mieux. Vous avez le droit de pas être d'accord, encore une fois, c'est le principe de cette série, c'est que je fais des trucs qui moi me plaisent évidemment, mais c'est peut-être pas forcément d'accord. Donc peut-être on peut faire un dernier truc, le ciel est quand même assez tristouné, on peut aller saturer peut-être un petit peu avec le mode cible et dire voilà, sature-moi un peu les bleus, voilà, histoire d'avoir un peu plus de... Voilà, que le ciel fasse plus ciel, et la teinte de la mer peut-être décaler peut-être un petit peu plus. Alors j'ai le ciel qui vient avec malheureusement, mais juste on va décaler un tout petit peu plus vers le bleu, voilà. Et ça va être un peu mieux comme ça, on va enlever le mode cible. Et vous avez le avant-après, voilà, qui malheureusement ici, je pense qu'avec le tuto vous allez peut-être pas voir grand chose, donc je vais vous faire de la place en cachant tous les panneaux, voilà. Donc vous voyez là on voit bien quand même la différence de texture, une image qui était un peu molle, un peu fade, et tout de suite grâce à l'onglet texture ça va quand même beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment un des ajouts à mon sens majeur de ces derniers temps sur Lightroom. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de trucs comme ça. Je pense que vous pouvez comprendre que y a un côté qui aime bien châtie bien avec Lightroom, c'est que j'ai été assez critique avec le développement dans Lightroom parce que ils ont quand même la technologie et la ressource humaine pour faire des trucs comme ça. C'est pas comme si les ingénieurs d'Adobe étaient mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des grands talents là-bas, quoi. Pourquoi il a fallu attendre entre l'octobre 2017 et mars 2019, pourquoi il a fallu attendre 1 an et demi pour avoir cet ajout qui de toute façon existait déjà ailleurs. Luminar avait un truc similaire depuis le début, quasiment. Capture One en a un aussi, donc pourquoi il a fallu attendre autant de temps entre le moment où Lightroom Classic s'est séparé de Lightroom CC pour avoir un vrai nouvel outil vraiment puissant dans le développement. Franchement j'ai du mal à comprendre, quoi. Ça fait un peu rager quand on sait que voilà, je pense qu'ils sont vraiment capables de faire beaucoup mieux que ça, quoi. Donc voilà pour cette photo. On va revenir sur la grille en appuyant sur G. On va passer sur cette image. J'ai envie de dire on va garder le meilleur pour la fin. Et sur cette image je voulais juste vous montrer ou plutôt vous rappeler un outil. Donc on va passer dans le développement. Vous pouvez passer dans fenêtre aussi par exemple, CTRL Alt 2. Et donc sur cette image je voulais vous rappeler qu'en fait il y a bien un des trucs qui fonctionne vraiment particulièrement bien dans Lightroom justement, et c'est là où peut-être Capture One est un petit peu inférieur. C'est au niveau tout en bas des corrections de l'objectif et de la transformation. Donc on va activer l'aberration chromatique, profil de correction, voilà, donc c'est du 24-105 Canon sur un 6D, donc que du très classique. Et par contre on a le upright qui n'a pas été traduit, mais c'est pas grave. Donc si on met le mode automatique, vous voyez qu'on peut vraiment redresser une image, une architecture comme ça qui forcément prise à 32 mm, il y a des arêtes qui sont tordues, enfin tout n'est pas perpendiculaire. Donc évidemment ça va beaucoup mieux. Le balcon du premier plan mériterait carrément de sauter, donc on va voir ce qu'on peut faire. Mais il y a une partie qui va sauter, voire même tout, parce que on pourra pas réinventer cette matière au contenu pris en compte dans Photoshop, ça c'est évident. Là il va pas vous aider. Contenu pris en compte, il pourra faire du ciel, mais il va pas pouvoir inventer un truc comme ça, donc on est obligé de recadrer. Et en recadrant, tac, ici, voilà, il reste juste un bout de balcon.
Et ce bout de balcon, par contre, là, au correcteur, on devrait pouvoir en venir à bout. Alors, il est allé me chercher une texture complètement fantaisiste. Et alors, parmi les limites du correcteur, qui est vraiment dommage, c'est que quand on est sur les bords, il va toujours foncer le résultat, plutôt que de juste incruster ici. Donc là, je pense que ce que vous devez faire, c'est vous mettre en mode dupliqué, pour ne pas faire une fusion de texture. Et vous voyez qu'en dupliquant à côté, là, j'y arrive. Et on va faire pareil ici. Donc, je voulais juste vous montrer ces deux trucs-là, c'est tout bête, mais... on a un peu tendance à oublier, on va faire un contour progressif parce que sinon on va voir, regardez je vais enlever le contour progressif juste pour vous montrer et on va zoomer, hop, et vous voyez qu'on voit les deux, il y a deux méchants coups de tampon qui sont quand même bien vénères. Donc on va remettre le correcteur, on clique dessus et on remet contour progressif pour faire une fusion, on enlève, voilà, et vous voyez que là ça devient vraiment quasiment imperceptible, il y a peut-être une petite tache un poil clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rapprocher, voilà, d'une texture plus proche. Voilà, là franchement, quelqu'un qui a jamais vu la photo me dira pas il y avait un truc noir. Et juste au-dessus, voilà, il y a celui-là qui est encore un peu trop... là on le voit même d'ailleurs en version miniature. Donc là il y a le gros coup de pinceau. Donc on clique là-dessus, on se met vraiment au plus proche. Et pareil, contour progressif. Alors si on met trop, on finit par voir le truc d'origine. Donc on va peut-être bouger légèrement les sources. Hop, voilà. Et là ça finit par disparaître. Alors si je mets un contour progressif trop fort, on finit aussi par le voir. Voilà. Et là franchement pareil, quelqu'un qui a jamais vu la photo, en plus dans un angle, bon c'est quand même un peu compliqué. Et voilà, vous voyez que cette image, alors quand vous faites le avant-après, vous voyez que ici on a quand même quelque chose qui va beaucoup mieux. Tac, voilà, plus de balcon, on est recadré. Alors je suis en mode, juste pour vous souvenir, le désactivé était comme ça, le auto était comme ça. Si vous vous mettez vertical, vous avez vraiment le perpendiculaire pur et dur. Donc là pour le coup, voilà, vous voyez que c'est encore plus droit que tout hein, par rapport à l'image d'origine. Donc c'est vraiment perpendiculaire, mais vous faites vraiment sauter une bonne partie de la matière. Et là malheureusement le truc c'est que ça risque, si on doit recadrer jusque là, ça risque de faire une image avec un rapport hauteur-largeur quand même assez fantaisiste. C'est très vertical, ce qui peut être bien pour un fond d'écran de téléphone, une story Instagram ou un truc comme ça. Et encore, une story Instagram c'est du 16/9 hein, de toute façon, donc il faut faire un peu attention. Mais bon, voilà, typiquement moi je me mettrais plutôt en mode auto. C'est pas parfaitement droit, mais en même temps on est en contre-plongée. Je pense qu'il faut assumer cette contre-plongée, d'avoir un édifice qui nous domine. Donc ça roule quoi. C'est évidemment mieux que quand c'est complètement tordu. Voilà, je trouve que le auto marche bien. Et juste le vertical, si vraiment vous avez un grand besoin de perpendicularité, voilà, vous mettez le mode vertical, mais vous allez avoir, si vous n'avez pas de matière, vous allez avoir un ratio un petit peu bizarre. Et donc sur cette image, bon, pour faire un développement rapide, on va faire un truc assez classique, on va saturer les bleus pour avoir un ciel qui soit voilà, un peu plus présent. On va avoir un joli rapport avec le orange pour les couleurs complémentaires. Et là aussi, vu qu'on a une belle texture sur l'architecture avec les pierres, les briques et tout, on va pousser la texture. Voilà, et vous voyez que ça donne tout de suite du détail, mais pas trop, et ça reste quand même bien plus intéressant que l'image d'origine qui était tordue et qui était pas là aussi un peu molle quoi. Donc voilà, c'est pas la photo du siècle, mais une photo voilà, très touristique. Vous pouvez en faire quelque chose très rapidement dans Lightroom classique évidemment, et c'est des outils qu'on a un peu tendance à oublier, de mettre le mode dupliqué sur le tampon ou d'utiliser le upright par exemple. Et donc sur cette image, donc c'est celle qui a le plus de potentiel, c'est une des images qui est sur mon flux Instagram d'ailleurs. Et d'ailleurs si vous faites de la retouche de portrait, je vous rappelle ma formation qui s'appelle Apprendre Lightroom Classique CC pour le portrait. C'est ma dernière formation sur Lightroom Classique, 3h30 où on va apprendre Lightroom pour le portrait, y compris d'ailleurs avec une phase sur le catalogue, l'importation, le tri, les métadonnées, etc. Donc sur cette image, ce qu'on va faire, hop, déjà on va se mettre dans le mode du développement pour commencer, ce sera pas mal, on va enlever le avant-après. Et donc sur cette image, là aussi, il y a un travail à faire sur la texture, parce qu'évidemment, le fait que la vitre soit sale, c'est ce qui la rend intéressante, puisqu'on va avoir toute une belle matière à restaurer. Donc déjà, on va la recadrer, parce que bon, le tupperware posé sur le bord de la cuisine, c'est pas ouf. Et c'est typiquement le genre d'image, là aussi, qui fait très cinématographique, donc qui a vraiment plutôt tendance à être en 16/9, plutôt intérêt à être en 16/9. Donc je vais mettre ça sur un cadrage serré pour avoir... Vous le voyez, les yeux, la bouche, évidemment la cigarette qui fait partie du truc, et de cadrer ça comme ça.
Et voilà, on a vraiment ici plutôt l'impression du coup que on est en train de regarder un extrait de clip ou de film plutôt qu'une photo, quoi. Donc c'est le genre de cadrage que j'aime bien. C'est un peu dommage évidemment s'il y avait eu que de la fenêtre et de pas avoir le montant, mais bon, en tout cas c'est ce qu'on a. Et donc là, c'est là où ça peut être intéressant de faire un masque de gamme éventuellement. Donc on peut pousser la texture pour, vous voyez, faire ressortir du détail, et ça va créer un joli grain que vous pouvez coupler justement à un grain. On va activer le profil de correction au passage. Mais ouais, alors le profil de correction, vous avez l'impression qu'il a rien fait, c'est juste que comme on a tellement recadré et on est tellement loin des bords que du coup il n'y a pas grand chose qui a bougé, donc ça c'est assez normal. Hop, j'ai plié le panneau sans faire exprès. Et donc oui, c'est typiquement le genre d'image où on peut envoyer du grain pour lui donner vraiment un aspect analogique. On va se mettre à la taille 100%. Voilà, pour bien voir cette image. Et on va peut-être débruiter un tout petit peu. On va se mettre à 25, un pas plus. Voilà. Et là, on a vraiment une très jolie texture. Et donc oui, si vous voulez faire des choses sur la lumière, vous pouvez typiquement donc travailler avec un masque de gamme. Donc ici, moi, ce que je ferais, par exemple, c'est j'essaierais de prendre au pinceau. Donc quand on prend le pinceau ici, on va essayer de récupérer un peu de données. Tac. Et on va grossir la taille. Donc je vais faire un masque. Je suis en train de juste me demander, est-ce que je peux afficher... Alors, normalement si j'appuie sur O, voilà. Donc je veux juste vous afficher le masque en appuyant sur O, et donc je peindrai en fait tout ça. En essayant de ne pas prendre le visage et tout, mais bon, là pour le besoin de cette vidéo, je vais pas être ultra précis, encore que bon, ça peut aller, je pense, on n'est pas obligé d'être ultra précis. On peut utiliser le masque automatique au pire, accessoirement. Je pense que je peux prendre... Je vais tout prendre ici, et ensuite je vais me mettre avec la gomme vite fait. Donc maintenant, on va se mettre en mode effacer. Voilà. Donc là-dessus, j'ai masque de gamme qui va pouvoir venir, c'est-à-dire on va affiner le masque pour que sur cette zone-là, on ne travaille que sur une partie de la lumière. Donc on va se mettre en masque de gamme luminance. Donc là, on va enlever le haut parce que sinon on voit rien. Et on va lui dire de viser les tons les plus clairs. Donc voilà, vous voyez qu'il a bien cerné les tons les plus clairs. Il est sur les 27% des tons les plus clairs. On peut faire un lissage. Vous voyez qu'on peut afficher le masque de luminance. Donc voilà, on voit vraiment là que ce sont les tons les plus clairs qui ont été sélectionnés dans le masque que j'ai dessiné moi-même à la main. Et donc maintenant qu'on a ça, tous les réglages qu'on va faire là vont agir du coup sur cet endroit-là, quoi. Donc géographiquement, parce que j'ai peint, mais sur l'histogramme, donc la partie la plus claire. Et donc par exemple, avec exposition, vous voyez qu'on va pouvoir dire à ces trucs-là d'être moins clairs, d'être plus fort en contraste, et on va vraiment pouvoir révéler cette texture de la vitre vraiment à la carte et rendre l'image beaucoup plus riche. Et on peut même saturer peut-être un petit peu pour avoir un truc vraiment orangé. Voilà. Donc là vous avez ça, sans le masque de gamme on n'aurait pas pu le faire, quoi. En tout cas pas aussi finement, malheureusement. Donc je vais appuyer sur Y pour vous montrer le avant-après. Regardez tous les détails qu'on a trouvés sur la partie gauche de la vitre, ici sur les tons les plus clairs. L'image n'a pas complètement changé. Donc on n'a pas triché non plus. On a gardé l'ambiance de coucher de soleil, de golden hour, mais on a vraiment fait un travail plus précis sur la texture de la fenêtre, quoi. Et je vais revenir avec Y. Et maintenant, pour avoir une meilleure complémentaire, ce que je vais faire, c'est faire un tout petit virage partiel. Alors le virage partiel, il est ici, il est planqué. Donc je vais juste pousser les ombres, choisir du bleu et envoyer un peu de bleu dans les ombres. Voilà, un petit peu de bleu dans les ombres. Et un tout petit peu de orange dans les hautes lumières. Alors il y en a déjà puisque c'est de la golden hour évidemment, mais voilà, c'était juste pour ne pas se retrouver avec une image complètement orangée. Voilà, là vous le voyez bien dans les ombres, en particulier dans les cheveux, on voit qu'il y a eu un peu de bleu qui est venu, quoi. Voilà, juste histoire de parfaire un petit peu l'étalonnage, quoi. Et voilà pour cette image dans Lightroom classique. Donc voilà, Lightroom est pas ridicule, c'est pas de la merde, c'est toujours un aussi bon logiciel. C'est juste, comme je vous l'ai déjà dit,
pour l'onglet texture. Dommage que ce soit des progrès qui étaient assez timides, c'est 1 an et demi, mais voilà, il faut pas non plus renverser la table et dire bon bah c'est de la merde, maintenant il faut passer à autre chose. Il faut juste être vigilant sur la pérennité de ces outils. Est-ce qu'on va continuer à avoir des améliorations à l'avenir? J'espère que oui. J'ai jamais arrêté d'espérer que ça soit le cas. Et j'ai jamais remis en cause le fait que c'était toujours un aussi bon logiciel. Je pense que vous en avez eu la preuve dans cette vidéo. Je pense que vous le saviez de toute façon si vous regardez cette vidéo. Et on peut faire toujours autant de trucs. On peut faire toujours autant de trucs cool avec Lightroom classique. Et je continuerai évidemment à vous proposer des vidéos dans ce format. Donc ça s'appelle le développement en pratique. On prend des images, on les développe ensemble. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous auriez fait ou pas fait, s'il y a des choses que vous voulez voir en particulier dans Lightroom classique, que l'on puisse découvrir ensemble. Vous pouvez aussi, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais m'envoyer des photos. Si vous voulez que je développe des photos, je pense que j'essaierai de faire une vidéo spéciale, quand j'en aurai assez en tout cas, où je développe vos photos. Donc ça s'appellera le développement en pratique, mais ce sera à partir de vos photos. Et aussi n'hésitez pas à me dire quels sont les logiciels que vous voulez voir. Donc là maintenant, vous avez vu cette vidéo, on est à 3 épisodes sur Capture One, on est à 1 épisode sur DxO, on est voilà, premier épisode sur Lightroom classique, il y en aura sur même Photoshop, Affinity, il y en aura aussi sur On One, et je continuerai aussi en fonction de vos demandes. Donc si personne ne demande de On One par exemple, si j'en fais une et que personne ne regarde et que personne en demande, ben je mettrai évidemment l'accent en plus sur les autres. Donc c'est aussi à vous de m'orienter dans ce que vous voulez voir. Je pense que le côté improvisé, le côté un petit peu touffu des notions qui sont vues peut être intéressant pour vous. C'est-à-dire on va pas se concentrer sur un truc particulier, on va juste voir ensemble comment développer des images comme si on était tranquille en train de discuter de ça avec un bon petit verre ensemble. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos avis dans la section ci-dessous. Après, vous être abonné pour être mis au courant et pour être tenu informé des prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur Lightroom classique. Merci, bye bye.